On nous a appris que le monde était fait de pays, de frontières, de cultures et d'histoires différentes. Mais si en réalité tout cela n'était qu'une surface, et si le monde n'était lisible que sur le plan économique, derrière chaque drapeau il y a une fonction, derrière chaque conflit il y a un intérêt, et derrière chaque crise il y a une réorganisation. Le monde n'est pas un chaos, c'est une structure, une architecture gigantesque où chaque région travaille consciemment ou non au maintien d'un schéma global. Pendant que certains extraient, d'autres transforment. Pendant que certains financent et contrôlent les flux, d'autres alimentent en énergie ou en nourriture. Et pendant ce temps, les mieux placés d'entre nous orchestrent. Il ne s'agit pas d'une théorie, il s'agit d'une mécanique bien huilée qui est à l'œuvre depuis des décennies, voire même des siècles. Pour comprendre le monde, il faut arrêter de juste regarder les cartes politiques et commencer à regarder les chaînes de valeur. Qui produit, qui transforme, qui transporte, qui assure, qui finance et surtout qui fixe les règles. Le smartphone que vous tenez dans votre main traverse plus de pays qu'un diplomate. Son cobalt vient peut-être du Congo. Il est assemblé en Asie. Il est financé par des capitaux américains. Il est assuré à Londres. Il est transporté par un armateur danois et il est vendu via une plateforme californienne dont le siège est basé dans des paradis fiscaux au large du continent européen. La vraie carte du monde, c'est celle-là. Et absolument tous les secteurs sont concernés. Que vous soyez ingénieur, un comptable, un balayeur de rue ou même un homme politique, ceci vous concerne directement. Le monde n'est pas organisé par la géographie, il est organisé par la fonction. Et dans cette série, nous allons démonter la structure réelle de l'économie mondiale et nous allons voir comment la main-d'œuvre est répartie, comment les matières premières circulent, comment la finance décide, comment les dettes structurent les États, comment les guerres redessinent les chaînes d'approvisionnement et surtout, qui tient réellement les ficelles du système. Parce que comprendre la structure, c'est comprendre le pouvoir, et comprendre le pouvoir, c'est comprendre le monde. Bienvenue dans notre série sur la structuration réelle de l'économie mondiale. Avant d'aller plus loin, je tiens déjà à remercier tous ceux d'entre vous qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça fait très plaisir. D'ailleurs, on encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait à rejoindre l'équipe. Et sur ce, je ne vous prends pas plus de temps et on se dit à tout de suite et surtout, bon visionnage. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut d'abord changer légèrement notre manière de regarder le monde. Parce que contrairement à ce que l'on imagine souvent, l'économie mondiale n'est pas un grand marché uniforme. Il s'agit en réalité d'une machine. Une machine composée de rôles et de fonctions. Et chaque pays, chaque territoire n'occupe pas la même place dans cette machine. Quand on parle de pays, on parle souvent en termes de pays pauvres et de pays riches. Mais cette opposition cache quelque chose d'essentiel. La vraie question n'est pas seulement combien un pays produit, mais quel rôle joue-t-il dans la chaîne globale. Prenons un exemple pour simplifier tout ça. Quand un objet existe, que ce soit un téléphone, une voiture ou une tablette de chocolat, il n'apparaît pas par magie, il est le résultat d'une succession de fonctions. Il y a tout d'abord ceux qui extraient la matière première, ensuite on a ceux qui la transforment, puis viennent ceux qui conçoivent le produit, ceux qui financent, ceux qui transportent, ceux qui assurent les normes, ceux qui contrôlent la monnaie, ceux qui racontent l'histoire autour du produit. Ceux qui extraient ne transforment pas nécessairement. Ceux qui financent ne transportent pas nécessairement. Mais tous participent, chacun à leur façon, à l'établissement du produit. Chaque fonction semble secondaire si on la prend isolément. Mais prises ensemble, elles forment une chaîne. Et c'est là que quelque chose d'important apparaît. Toutes les fonctions ne créent pas la même valeur, mais surtout, toutes les fonctions ne capturent pas la même valeur. Extraire une ressource est indispensable, mais ce n'est pas toujours là que se concentre le réel profit. Transformer, c'est crucial, mais ce n'est pas toujours là que se décide même le prix final. L'économie mondiale ne repose donc pas uniquement sur ce qui est produit, mais sur qui contrôle chaque étape et surtout sur qui peut passer d'une fonction à une autre. Certains pays restent enfermés dans une seule fonction. D'autres, quant à eux, occupent plusieurs étages à la fois. Ils extraient un peu, mais ils conçoivent également.
il finance, il normise et il distribue également. Et c'est là que l'écart entre les nations se creuse. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de position dans la structure globale. Si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, retenez celle-ci. Le monde n'est pas divisé entre pays riches et pays pauvres, il est structuré par des fonctions inégalement réparties. Tout ça peut paraître très abstrait, j'en suis conscient, alors prenons quelques exemples concrets pour simplifier tout ça. Quand le prix du carburant augmente, ce n'est pas seulement votre plein d'essence qui vous coûte plus cher, c'est le transport qui le devient, c'est la nourriture également, c'est l'électricité, c'est le coût de la vie en général qui devient plus cher. Un seul flux se tend et toute la chaîne réagit. C'est pareil pour le blé. Lorsque son prix augmente, ce n'est pas seulement le prix du pain qui varie, c'est l'alimentation animale, mais c'est également la viande. C'est également la stabilité sociale qui quelquefois peut même se retrouver chamboulée. On a vu des révoltes commencer pour beaucoup moins que ça. Dans cette vaste entreprise mondiale, aucune fonction n'est isolée. Les fonctions sont liées entre elles, elles s'emboîtent, elles se répondent, elles dépendent les unes des autres. Et cette dépendance est à la fois une force et une faiblesse. Pour prendre un cas récent, lorsque les dirigeants de la République du Niger ont fait le choix souverain de renégocier les prix de leur uranium, ça a engendré des tensions géopolitiques importantes avec des pays comme la France. Parce que la question n'est pas toujours liée à la disponibilité de la ressource. Ici, par exemple, si le prix de l'uranium extrait au niveau du Niger varie brutalement, ce ne sont pas seulement les contrats miniers qui sont impactés. Ce sont des centrales électriques, ce sont des réseaux énergétiques, ce sont des équilibres budgétaires et c'est une grogne populaire suffisamment importante pour faire trembler n'importe quel responsable politique. L'effet exact est extrêmement difficile à prévoir et rarement indolore. Parfois, il est même terrifiant. Et c'est pour cette raison que le système cherche avant toute chose la stabilité. Pas la justice, pas l'équité, mais bien la stabilité. Et pour garantir cette stabilité, il faut que chaque fonction reste à sa place. Que l'extracteur continue d'extraire et au même prix, que le transformateur continue de transformer et au même prix, et que le financier continue de financer. Changer de fonction, ce n'est pas seulement changer de rôle, c'est perturber l'ensemble de la machine. C'est là que naissent généralement les tensions. Pas quand un pays est pauvre, pas quand il est mal géré ou qu'il manque de démocratie, mais quand il tente de sortir de la fonction dans laquelle il a été assigné. Et parfois, le système réagit. Pas toujours de manière visible, pas toujours de manière immédiate, mais presque toujours de manière structurelle. C'est exactement ce qui nous amène au prochain exemple, un territoire minuscule dans le Pacifique, si petit que le monde l'a quasiment oublié, et une ressource stratégique. C'est une question très simple. Que se passe-t-il quand un petit pays possède d'énormes ressources dans un système qui en dépend cruellement? Il existe un territoire qui résume à lui seul ce que nous venons d'expliquer. Un territoire si petit qu'on le trouve à peine sur une carte. Et pourtant, pendant des décennies, il a occupé une fonction essentielle dans l'économie mondiale. Ce territoire, c'est l'île de Nauru. Nauru ne produisait pas de technologie. Nauru ne finançait pas l'économie mondiale. Nauru ne contrôlait ni monnaie, ni normes, ni routes commerciales. Mais Nauru possédait quelque chose de fondamental, une ressource. Sur son sol se trouvaient d'immenses réserves de phosphate, une matière première indispensable car sans phosphate, il n'y a pas d'engrais. Sans engrais, il n'y a pas d'agriculture intensive et sans agriculture intensive, il n'y a pas de nourriture à l'échelle industrielle. Pendant un temps, Nauru est devenu l'un des pays les plus riches du monde par habitant. Pas par l'innovation ni même par la transformation, mais par pure extraction. Tout semblait fonctionner. La ressource sortait du sol, elle était exportée, le système était alimenté et Nauru remplissait parfaitement sa fonction. Mais cette richesse reposait sur une illusion. Une seule fonction, une seule ressource et une seule place dans le système. Le phosphate était extrait, transporté et transformé ailleurs, la valeur ajoutée également. Au fil du temps, le sol s'est vidé, l'île s'est dégradée et l'environnement a été détruit. Et lorsque la ressource s'est épuisée, la fonction, elle, a disparu. Nauru n'avait pas changé de rôle. Le système, lui, n'avait plus besoin de cette fonction. Le résultat, une île rendue inhabitable en grande partie, une économie effondrée,
une dépendance totale à l'extérieur. Un pays qui avait pourtant tout donné à la machine sans jamais en contrôler le fonctionnement. Nauru est souvent racontée comme une sorte de fable écologique, une île qui se serait mangée elle-même. Mais cette lecture est incomplète. Le vrai sujet n'est pas la mauvaise gestion du territoire. Le vrai sujet est celui-ci. Que se passe-t-il quand un pays est réduit à une seule fonction dans un système qui dépend de cette fonction, mais ne dépend pas de ce pays? Le crime de Nauru n'était pas la mauvaise gestion. Son crime était de posséder une ressource vitale dans un système qui en manque cruellement. C'est ce que l'on appelle la malédiction des matières premières. Un phénomène où la richesse du sol ne se transforme pas en puissance durable, parce que la fonction reste limitée, parce que la valeur est captée ailleurs. Bien évidemment, quand un système est défaillant, il ne l'est pas pour tout le monde. Les dirigeants de l'île de Nauru ont bien pris le soin de soigner leurs relations avec les multinationales qui s'y sont installées, qui ont généré d'énormes profits qui ont été partagés à une très grande ampleur. Aujourd'hui, 80% de la surface de l'île est inhabitable, car saturée par les déchets de l'exploitation. Les réserves de phosphate se sont totalement épuisées et la population est en surpoids. L'île est utilisée comme une prison pour les migrants rejetés d'Australie. Nauru n'est pas une exception, c'est un avertissement pour tous les territoires dont l'économie repose exclusivement sur l'extraction. Un avertissement pour tous ces pays assignés à une fonction unique. Un avertissement pour tous ceux qui pensent que produire une ressource suffit à en contrôler la valeur. L'histoire de Nauru dérange parce qu'elle ne parle pas du passé. Elle parle d'un mécanisme toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Nauru n'est pas le résultat d'un accident. Ce n'est pas une anomalie, c'est la conséquence logique d'un système fondé sur les fonctions. Quand un territoire est réduit à une seule fonction, il devient remplaçable. Quand une ressource s'épuise ou qu'une autre devient plus rentable ailleurs, la machine s'adapte, mais pas le territoire. Et surtout, ce type de trajectoire est rarement présenté comme un choix structurel. Il est souvent raconté autrement, comme une sorte d'erreur locale ou encore comme de la mauvaise gouvernance. Pour le cas de Nauru par exemple, les médias en ont parlé comme l'île qui s'est mangée toute seule. Mais la vraie question à poser dans ce type de cas est la suivante. Qui décide qu'un pays doit rester extracteur et qu'un autre doit transformer, financer ou normer? Parce que si les fonctions sont si déterminantes, alors les récits qui dominent notre lecture du monde méritent d'être interrogés. Pourquoi certaines crises sont expliquées par des idéologies, des rivalités historiques ou encore des chocs culturels, alors que la dépendance matérielle, elle, reste en arrière-plan? Pourquoi parle-t-on de conflits sans toujours parler des flux qui les précèdent? Ce n'est pas que la structure n'existe pas, c'est qu'elle est rarement racontée. Et c'est précisément pour cela que des récits alternatifs sont nécessaires, pas pour remplacer les autres, bien qu'avec le temps s'opposer au récit dominant semble devenir de plus en plus une nécessité, mais surtout pour compléter ce qui manque et mettre en avant la réalité cachée derrière l'information officielle. Si ce type de lecture vous semble utile, si vous pensez que comprendre la structure est aussi importante que suivre l'activité, alors vous êtes au bon endroit et vous pouvez vous abonner. Soutenir ce travail, c'est soutenir une autre manière de regarder le monde, la vraie, pas celle communément acceptée. Si cet épisode devait laisser une seule chose, ce ne serait pas une vérité définitive, ce serait un outil. Pas une carte détaillée au mètre près, parce qu'une telle carte n'existe pas. Le système mondial est beaucoup trop vaste, trop imbriqué et beaucoup trop mouvant pour être entièrement décrit sans se perdre dans les détails. Et si l'on essayait de tout expliquer pays par pays, institution par institution, deal par deal, on n'en finirait jamais. Ce que nous avons fait ici, c'est autre chose. Nous avons posé une structure de lecture, une manière de comprendre que les pays ne se contentent pas d'exister sur une carte, mais qu'ils occupent des fonctions, jouent des rôles, répondent à des contraintes, poursuivent des intérêts parfois visibles, parfois parfaitement assumés et parfois dissimulés en pleine lumière. Dans les épisodes à venir, nous prendrons des cas concrets, des pays précis. Nous verrons quelles fonctions ils occupent, comment cette fonction façonne leurs décisions économiques, diplomatiques et même militaires, et surtout comment ces fonctions rythment leurs actions bien plus que les discours officiels ou les narratifs simplifiés. Mais nous resterons volontairement sur l'essentiel,
Parce que comprendre le monde, ce n'est pas tout connaître. C'est savoir quoi regarder et savoir comment relier les éléments entre eux. À ce stade, si tout s'est bien passé, vous ne voyez peut-être pas encore toute la mécanique, mais vous sentez déjà qu'il existe une logique, que certains événements ne sont plus complètement aléatoires, que certaines décisions prennent soudain un sens. Et c'est exactement là que nous voulions vous amener. Vous avez désormais un outil imparfait, mais fonctionnel pour lire le monde, assez solide pour ne plus être totalement dépendant du récit dominant et assez ouvert pour continuer à être questionné, enrichi, voire même corrigé. La suite consistera à éclairer ces vérités qui ont toujours circulé devant nos yeux, visibles, documentées, souvent connues, mais rarement mises en relation. Si ce travail vous parle, si vous sentez que ce type de récit est nécessaire, alors abonnez-vous. Parce que construire un récit alternatif ne se fait pas tout seul. On prendra bien évidemment le temps de parler du monde, mais on ne cessera pas de parler de l'Afrique qui, croyez-le ou non, est l'un des points les plus centraux de cette vaste architecture. On se dit donc à très bientôt pour la suite, toujours orientée autour de la tech et de l'économie en relation avec le continent africain et pour le cas d'espèce avec le monde.